Dans cette troisième partie, nous allons traiter 3 débats contemporains qui animent et qui marquent quelque part la place de la Grande-Bretagne dans les instances européennes depuis 1950. Premier élément, le traité de l'Élysée, signé en 1963 entre la France et l'Allemagne. Ce traité de l'Élysée en fait vise à créer au cœur de l'Europe un partenariat franco-allemand avec des rencontres de plus en plus importantes entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays, les ministères de la Défense, les ministères de l'Économie, les ministères des Finances. C'est une stratégie du général de Gaulle qui veut créer quelque part un front franco-allemand que la France pourrait dominer, puisque la France, depuis 1945, connaît sa période des 30 Glorieuses, et le pays qui est un pays qui a été moins touché par nature que l'Allemagne, même si elle a été battue en 1940, et qui voit dans le statut de pays occupé de l'Allemagne une façon quelque part peut-être de mieux contrôler l'Allemagne et de s'afficher en position de force dans cette Europe des six. Or, le problème, c'est que malgré le fait que dans un premier temps, cette stratégie de Gaulle soit relativement réussie, puisque l'Allemagne accepte de signer le traité de l'Élysée, l'Allemagne rappelle dans le préambule de ce traité de l'Élysée qu'elle est encore viscéralement attachée à l'OTAN, c'est-à-dire la protection militaire des États-Unis, alors que le général de Gaulle est plutôt dans l'idée d'une défense européenne autonome. L'Allemagne rappelle dans ce préambule qu'elle est encore attachée à l'idée d'une intégration à terme de la Grande-Bretagne et surtout qu'elle est pour une Europe fédérale. Donc finalement, on estime, et les historiens ont travaillé sur ça, que les diplomates anglais ont essayé d'influencer, voire ont fait pression sur les dignitaires allemands pour qu'elles ne signent pas un traité de l'Élysée qui pourrait à terme permettre d'avoir une hégémonie trop importante de la France dans ces instances européennes. Donc on voit bien que la Grande-Bretagne joue quelque part un double jeu sur cette question-là. Deuxième élément important, se poser la question, d'ailleurs à l'image des inquiétudes du général de Gaulle, est-ce que la Grande-Bretagne peut potentiellement être un cheval de Troie américain dans les instances européennes? C'est-à-dire en gros, est-ce que ce sont les États-Unis qui se servent de la Grande-Bretagne pour éviter que l'Europe soit trop indépendante et donc qu'il ne soit plus inféodée aux États-Unis? On peut répondre relativement par la négative, parce que quand on regarde la position anglaise de 1945 jusqu'au début des années 60, il n'y a pas réellement d'influence des États-Unis dans la décision de la Grande-Bretagne de ne pas intégrer les instances européennes. C'est plutôt l'influence du Parti travailliste qui ne souhaite pas que son monde ouvrier soit menacé par la concurrence européenne. C'est la tradition assez fière et impériale de la Grande-Bretagne qui n'accepte pas en tant qu'ex-puissance impériale de partager ses politiques publiques, surtout avec la France et l'Allemagne, et surtout la permanence d'une certaine francophobie allemande. On l'a vu d'ailleurs depuis Napoléon, depuis la crise de Fashoda, même si on remonte plus loin, depuis la bataille d'Azincourt et les tensions entre les Plantagenets et les dynasties françaises. L'Angleterre a été souveraine pour refuser d'intégrer les instances européennes. D'ailleurs, ce projet de création d'une Union européenne qui a déjà été voulu par les États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis ont toujours voulu que la Grande-Bretagne s'implique de manière beaucoup plus approfondie dans les instances européennes. Rappelez-vous les liens de proximité et d'amitié entre Robert Schuman, entre Konrad Adenauer, entre Jean Monnet, c'est-à-dire les pères fondateurs européens, et Harry Truman et Franklin Roosevelt, ou alors de Dwight Eisenhower. Donc c'est l'Angleterre elle-même qui a décidé, par son euroscepticisme, de ne pas intégrer au début les instances européennes et de ne pas approfondir au niveau politique le processus de mutualisation, alors que les Américains, quelque part, le voulaient. Ensuite, se poser la question, dans un troisième thème, de la question de la réticence anglaise, qui manifeste toujours son euroscepticisme, sur la question d'une politique de sécurité commune. On l'a dit tout à l'heure, 1992, la création de la PESD, la politique européenne de sécurité commune, qui d'ailleurs donnera la politique européenne de sécurité et de défense, qui est en fait la version militaire de la PESC. L'Angleterre a toujours été réticente à la création d'une défense européenne autonome. Ce qu'a toujours voulu la Grande-Bretagne, c'est que oui, nos partenaires européens, on pourrait créer des instances militaires indépendantes qui nous permettraient d'intervenir peut-être sur le continent européen ou africain sans quelque part l'appui des Américains. Mais ce que n'a jamais voulu la Grande-Bretagne, contrairement à la France et contrairement à l'Allemagne, c'est que finalement cette défense européenne soit totalement autonome. C'est-à-dire qu'elle puisse notamment s'appuyer sur un commandement militaire qui fasse concurrence au commandement allié de l'OTAN. Ce qu'a toujours voulu la Grande-Bretagne, c'est de dire oui, on peut intervenir aux quatre coins du monde, nous Français, nous Anglais et nous Allemands, mais nous devons toujours passer par l'intermédiaire de l'OTAN qui donnera son feu vert et donc par l'aval des États-Unis. Donc là, on voit bien que l'Angleterre, quelque part,
a toujours un euroscepticisme, puisque sur cette question d'une défense européenne, on a une France et une Allemagne qui souhaitent quelque part une autonomie vis-à-vis de l'OTAN, alors que la Grande-Bretagne souhaite une défense européenne, mais toujours inféodée à l'OTAN.